Bonjour à tous, bienvenue dans cette 4e interview du livre sur l'ikigai de marque édité par Duno, comme vous commencez à le voir, ou alors c'est peut-être la première que vous voyez. L'ikigai de marque, il a envie de vous accompagner, vous, les porteurs de projets ou les entrepreneurs qui ont souvent des budgets limités mais qui ont envie de faire des belles choses, qui ont envie de convaincre, qui ont envie de créer des marques qui résonneront dans le cœur de leurs clients. Aujourd'hui, on vient conclure le chapitre 4, qui est sur tout ce qui est lié à l'expérience client, à l'acquisition, à la fidélisation. Évidemment, on parle de beaucoup de canaux dans ce livre, mais j'avais envie, dans cette interview, de nous focaliser sur les réseaux sociaux. Évidemment, tout le monde en parle depuis quelques années maintenant, c'est plus du tout une nouveauté, mais on voit qu'il y a encore des marques qui arrivent à avoir des vraies rentabilités, à avoir des vraies croissances, parce qu'il ne faut pas l'oublier, même si tout le monde y est, tous les clients sont sur les réseaux sociaux, donc à un moment, il va falloir y être. Donc pour ça, on accueille aujourd'hui Théo Lyon, qui est le fondateur de Kudak, l'une des agences, j'ai envie de dire, les plus performantes sur Facebook. Et pour le coup, je l'ai testé pour mes clients. Donc voilà, c'est quelqu'un qui connaît évidemment parfaitement les réseaux sociaux et encore plus Facebook et Instagram. Donc il va venir nous donner tout plein de conseils et j'espère que ça vous servira pour votre stratégie. Bonjour Théo. Salut Sébastien. Alors comme avec tous mes invités, on va commencer par parler de toi. Peux-tu te présenter sans vraiment présenter ton activité professionnelle ? Yes, avec plaisir. Je m'appelle Théo Lyon, moi je suis assez jeune, j'ai 23 ans et je termine tout juste mes études en école de commerce. Je suis bientôt diplômé d'associé entrepreneur, pas encore terminé. Mais et du coup moi, donc sans parler de mon projet professionnel, tout en fait vient à la base plutôt d'un attrait particulier vers tout ce qui relève de l'e-commerce et des réseaux sociaux et du pouvoir en fait qu'ils peuvent avoir un peu là-dessus. Et donc moi j'ai plutôt choisi de prendre un peu l'angle paid. Et les réseaux sociaux, je les utilise de différentes manières. Du coup, je les utilise non seulement déjà pour mon agence, pour délivrer de la performance aux clients. Parce que je trouve le système assez fascinant de pouvoir, depuis l'interface, c'est à la base ça qui m'a intéressé. Puis depuis ouvrir son ordinateur, toucher 3-4 boutons et arriver à générer des ventes sur un site internet, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dès le démarrage. Et j'utilise aussi beaucoup à titre personnel, parce que là, moi, pour être un peu plus lié là-dessus, en termes de stratégie d'acquisition client pour mon entreprise, je suis mené à être présent personnellement sur tous les réseaux sociaux, et donc du coup j'ai pu bien mettre au cœur de ces mécaniques-là, qu'elles sont en paid ou en organique. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, Théo a une chaîne YouTube sur laquelle on retrouve évidemment beaucoup de conseils, donc allez la voir, Théo Lyon de Kudak sur YouTube, et vous verrez, vous allez récolter encore plus de conseils un peu plus pratiques que ce qu'on va voir aujourd'hui, qui s'attrait un peu plus aujourd'hui à la stratégie. Alors comme tu le disais, tu es fondateur d'une agence spécialisée dans la publicité Facebook. Peux-tu nous dire exactement en quoi ça consiste, ce que viennent chercher tes clients chez toi et comment tu les accompagnes sur le long terme ? Ouais. Alors mes clients principalement viennent chercher plusieurs choses, c'est-à-dire que souvent en fait ils voient tous leurs concurrents qui font tourner des campagnes Facebook, Instagram, qui font tourner des campagnes de l'extérieur, ils ont l'impression que c'est très rentable, et puis après ils lancent leur première campagne, ils se rendent compte que c'est pas forcément si facile que ça d'obtenir de la performance, et notamment à l'échelle, c'est-à-dire que pour obtenir des petits résultats par-ci par-là avec un peu de chance, notamment ça on en parlera plus tard, mais si on a un bon produit, souvent les résultats au démarrage tombent assez vite. Les vraies difficultés viennent quand on veut pérenniser un peu ce canal-là, le faire accélérer et être sûr qu'on en fasse une machine rentable d'acquisition, c'est-à-dire avoir des coûts qui font que tout s'équilibre avec ces notions de lifetime value, etc. Et qu'on y retrouve bien, qu'on en fasse en fait un moteur de croissance pour la boîte et pas juste pour les ventes, pour créer en fait une marque bien. Et donc principalement, nous on les accompagne de différentes façons. Il y a deux moyens qu'on a principalement d'apporter de la performance. Le premier étant la gestion de campagne, donc tout ce qui relève de la technicité pure du business manager, qui sont des méthodes qui évoluent régulièrement. On les maîtrise et on les applique pour nos clients en gérant directement donc avec nos media buyers leur campagne Facebook. Et la seconde partie, qui est la partie qui est très clé, dont on aura aussi, j'imagine, l'occasion de reparler, c'est la partie créative. On a développé du coup tout un réacteur créatif orienté pour le paid, qui fonctionne de façon assez spécifique, pour du coup aller baser toutes nos techniques media buying, donc la première partie de l'accompagnement, sur une stratégie créative qui est complète, qui est efficace, dans le but de délivrer des publicités qui génèrent des conversions sur ton site internet et qui aussi respectent ton esprit de marque. La définition de conversion est on-brand, comme on dit.
faire en sorte d'avoir ces deux challenges-là qui sont là pour développer tes ventes et aussi ta valeur de marque sur le long terme. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, quand on parlait de faire des pubs Facebook, on se disait il faut être super technicien, d'aller chercher des structures d'audience hyper fines. Moi, je veux que les 18-19 ans qui habitent à 5 km autour de tel lieu, etc. Aujourd'hui, on voit un changement un peu de paradigme où finalement les meilleurs sur Facebook sont les plus créatifs d'un point de vue publicitaire. Comment on explique justement ce changement de paradigme ? Est-ce que c'est lié à Facebook ? Est-ce que c'est lié à la concurrence ? Comment tu l'expliques toi ? Alors c'est lié à plusieurs choses. La première chose étant que, en gros ça peut être résumé ce que tu viens de dire sur une phrase, c'est qu'avant Facebook c'était le repère des techniciens, marketeurs, etc., qui faisaient des stratégies les plus complexes. Maintenant c'est l'Eldorado des créatifs. Donc, et ça c'est dû à plusieurs raisons. La première étant que déjà d'un point de vue business pour Facebook, c'est beaucoup plus intéressant de fonctionner sous ce format-là. En fait la plateforme Business Manager en soi, tous ceux qui l'ont déjà un peu manipulé savent, quand on arrive, c'est une interface de fusée, on comprend rien, il y en a dans tous les sens et on se dit qu'il existe plein de choses qu'on n'est certainement pas en train de faire des choses les plus optimales dans nos campagnes. Et donc cet objectif-là, c'est Facebook est en train d'essayer de simplifier toute cette partie technique-là en tout en déplaçant la complexité vers son algorithme. Du coup, avec le postulat de se dire, ok, tout ce que je te demande, moi, en tant qu'annonceur, c'est de me donner du contenu qui est de qualité et t'as qu'à faire confiance à mon algorithme ensuite pour aller trouver les personnes qui ont mis. Et la seconde chose, c'est qu'en fait, Facebook a beaucoup souffert du phénomène du dropshipping de manière générale, et pas forcément le dropshipping en soi comme business model, mais surtout la mauvaise qualité des produits qui allaient avec. Et donc, il a dû se prémunir de ça en créant des barrières. Il y a par exemple son algorithme qui bloque beaucoup maintenant des comptes publicitaires de gens qui l'estiment par un peu louche. Et d'ailleurs, ça se fait parfois au détriment de marques qui sont mises dans la mauvaise catégorie, qui sont bloquées pour rien. Mais du coup, en fait, une des barrières qu'il a mis à ça, c'est de dire, ok, maintenant je vais privilégier les marques qui font des bons produits. Et comment est-ce que j'atteste de ce qu'est un bon produit ? Premièrement, je vais mesurer dans le système d'enchères déjà, est-ce que les gens viennent sur ton site internet, qui font des actions, et surtout est-ce qu'ils sont contents derrière, c'est quelque chose qui est mesuré par Facebook. Et ensuite, j'estime que si tu es une bonne marque, tu sais mettre en valeur ton produit, et si tu as une phrase sur laquelle les gens cliquent, et du coup qui permet après de générer des conversions sur ton site et d'avoir des utilisateurs qui sont contents, moi c'est tout ce qu'il faut. Et donc c'est un peu de ça que vient cette dynamique-là. Et ce qui fait que ça a totalement changé, et que maintenant, si tu veux devenir un bon marketeur sur Facebook, c'est un peu le virage qu'on a pris aussi, il faut passer 80% de son temps sur penser à comment je vais mettre en valeur mon message dans une créa publicitaire plutôt que et 20% du temps à essayer de l'optimiser. Et surtout, c'est l'inversion qui s'est faite. C'est que maintenant, la bonne technique se construit sur la bonne créa, mais c'est surtout pas l'inverse. C'est vrai que nous, dans le chapitre 3 du bouquin, on parle justement de tout ce travail sur la proposition de valeur. Finalement, là, c'est super clé de la définir avant la stratégie d'acquisition, parce que ça va permettre de tester les bons messages, de savoir exactement à qui tu t'adresses, etc. C'est de se dire, voilà, la pub Facebook, c'est pas que du slogan, c'est pas que tout ça, c'est vraiment avoir conscience exactement de ce qui fait la différence dans ta boîte pour pouvoir la mettre en avant et pour pouvoir la tester selon des audiences et des messages, on est d'accord ? Ouais, mais c'est absolument. Et de toute façon, c'est une dynamique qui est assez saine aussi, parce que on dit souvent aussi, il y a un autre volet de notre accompagnement qui est un peu plus global, nous, sur lequel qui est dispensé par un account manager, qui est en fait un accompagnement e-commerce global, qui est un peu ce que toi, du coup, tu faisais au sein des marques sur lesquelles on a bossé ensemble, qui est comment est-ce que je fais en sorte que ce volet de proposition de valeur, etc., soit le mieux possible, parce que c'est ton meilleur atout pour faire des campagnes Facebook. Souvent, en fait, à choisir, si tu prends le meilleur marketeur ou le mec qui a le meilleur produit, je me mets dans la team du mec qui a le meilleur produit sans pour les meilleurs produits, je veux dire, en termes de proposition de valeur marketeur, je parle marketeur Facebook, bien sûr. Et donc, c'est une dynamique qui est assez saine parce que maintenant, en fait, tu peux plus dépasser. Si ta proposition de valeur est pas bien, avant tu pouvais t'en sortir, etc. Si t'arrives à cibler les bonnes personnes, en termes d'ultra ciblage, etc. Maintenant, ça marche plus. C'est incontournable d'avoir sa proposition de valeur qui est bien léchée. Et après, derrière, en fait, tout ça découle. On dit que, en fait, on est spécialisé dans un petit peu plus particulièrement ce qu'on dit, c'est en scaling Facebook. Et c'est cette problématique-là qui est générale. C'est le meilleur atout de ton scale. Ça va être d'avoir réglé tous ces facteurs-là avant. Et en fait, après, tu claques des doigts et en fait, tout se passe très bien. Donc, c'est pour ça qu'on pousse les gens à vraiment se poser sur ces questions-là. Et c'est les marques qui obtiennent les meilleurs résultats qu'on accompagne, qui ont vraiment un vrai souci de l'expérience que je donne. Donc, tu es en train de dire que la structure de notre bouquin est plutôt bien réfléchie, c'est ça ? C'est pas trop mal. Mais justement, l'une des grosses questions, c'est de se dire, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens ultra performants sur Facebook, qui font des bonnes campagnes, etc. Quand on est et on peut imaginer aussi que c'est un peu saturé, on ouvre notre Facebook, notre Instagram, il est quand même pourri de pub à la fin, on sait même plus vraiment ce qu'est une pub, ce qu'est pas une pub.
comment on peut quand même réussir à émerger sur Facebook. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut encore, quand je parle de Facebook, je parle de Facebook Insta, est-ce qu'on peut encore émerger organiquement ou est-ce qu'il faut tout de suite payer? Alors, en effet, ce qui se passe du coup avec l'état actuel qu'on a d'Instagram et de Facebook, c'est que c'est un peu le cycle classique d'un réseau social où au démarrage l'organique est beaucoup poussé. Donc l'endroit où au moment où on se parle actuellement, TikTok est plutôt dans cette étape-là où on va donner beaucoup de reach organique aux utilisateurs pour leur donner des incentives à partager du contenu et à faire venir en fait les annonceurs. Une fois qu'on a tout le monde, c'est le cas d'Instagram et Facebook, bah là, ok, maintenant si tu veux atteindre tes personnes, tu dois payer. Il y a plusieurs choses là-dessus. En effet, c'est sûr que c'est beaucoup plus dur d'émerger sur Instagram, mais il y a quand même des stratégies de croissance qui existent là-dessus. Il y a des gens qui sont très spécialisés sur ces choses-là et qui visent en fait à booster ce reach organique. Donc, les stratégies de partenariat marchent très bien, les micro-influenceurs, etc. sont des trucs qui peuvent se faire beaucoup sur Instagram. Après, ce qu'il faut aller vraiment explorer, c'est toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont données par Facebook, notamment au vu de Instagram est très très fort pour recopier ce qui fonctionne. Donc, ils l'ont fait avec Snapchat, ils l'ont fait avec TikTok. Donc actuellement, du coup, au moment où on se parle, la fonction Reels, les formats courts, vidéos verticaux, sont bien avant par Facebook. Et sur les nouvelles fonctionnalités, souvent, ils donnent un premium de portée pour que tu aies envie de te servir de ces nouvelles fonctionnalités. Donc en fait, ce qu'il va falloir, Instagram et disons plutôt les formats classiques d'Instagram ne donnent plus autant de résultats parce qu'ils sont saturés, en effet. Donc il faut plutôt aller chercher vers des trucs qui sont un peu nouveaux. Et c'est pour ça qu'en fait, Facebook, qui se retrouve en termes de business model, c'est qu'il faut que tu aies envie de payer. Parce qu'il a tous les gens. Et si tu veux les atteindre, il faut payer. Donc maintenant, émerger sur Instagram tout seul, moi je le privilégierais pas comme stratégie unique. Et c'est très bien d'ailleurs d'avoir, même quand on fait une stratégie de paye, d'avoir un organique qui est cool. Parce qu'en fait, la relation entre les deux n'est pas une relation d'addition, mais vraiment une relation de multiplication. Donc parfois aussi un meilleur moyen de débloquer son paid, c'est d'aller bourriner son organique, parce qu'il y a un truc tout bête, c'est que quand on montre une publicité sur Facebook ou sur Instagram, il y a certaines personnes qui vont cliquer pour aller sur le site, mais d'autres qui vont cliquer sur le nom de ta page, qui vont se rendre sur ta page, et c'est une proportion non négligeable des gens. Et qui vont soit rejoindre ta communauté ou pas acheter directement. Et donc c'est incontournable d'en avoir une, mais c'est très compliqué d'avoir, si t'as que ça comme canal d'acquisition en organique, d'en faire un truc qui fonctionne tout seul. Ouais, ça doit être une sorte de marche de l'escalier de la valeur finalement, c'est de se dire, je vais travailler mon organique pour t'apporter du contenu, pour te tenir au courant, pour t'apporter, pour te donner de la valeur, mais pour aller chercher vraiment plus large finalement. J'ai presque envie de dire que l'organique sert ta communauté déjà engagée, etc. Et le paid va te permettre d'aller faire grandir cette communauté. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, il faut se dire, après, tu peux faire des typologies, je sais qu'on s'en a déjà parlé, du coup, un peu avant, des typologies de personnes qui sont... Dans ta communauté, en fait, il faut réfléchir à qui tu t'adresses. Avant, quand tu étais sur une dynamique où tu étais beaucoup diffusé, ton organique servait à te faire découvrir beaucoup. Maintenant, ton organique sert à d'autres choses, moins à te faire découvrir, parce que du coup, la portée organique a été réduite. Elle sert à fidéliser. Donc, tu as plein de gens, tu as des gens qui n'ont pas acheté sur ta page, mais qui te suivent quand même et qui kiffent ce que tu racontes. Et ces mecs-là, ton défi, c'est quoi? C'est de réussir à leur donner envie de te faire acheter. T'as des gens qui ont déjà acheté, ces mecs-là, c'est quoi l'objectif? C'est de les fidéliser et d'en faire des clients fidèles qui vont aussi faire de la recommandation, etc. Donc c'est juste que en fait, le spectre de l'objectif de ta page organique a un peu changé. Et maintenant, en effet, comme tu dis, la découvrabilité se fait beaucoup plus avec le paid, parce que maintenant, Instagram met ça comme condition. Et tu vas te servir de tes réseaux sociaux pour fidéliser, apporter de la valeur et créer un peu ta communauté de marque. Parce que aussi, l'organique, pourquoi est-ce que c'est nécessaire? C'est un petit peu comme les intérêts composés en finance et mettre de l'argent de côté. C'est-à-dire qu'il faut le but, une bonne stratégie de paid, c'est une stratégie d'acquisition paid de manière générale, c'est une stratégie que tu peux arrêter et tu as quand même des conversions qui tombent sur ton site. Parce que sinon, si tu arrêtes, ça veut dire que tu n'as rien créé. Et donc l'organique est là pour en fait, faire capitaliser un peu tous tes efforts, des gens qui vont s'accumuler. Et tu vas créer en fait ta petite montagne et c'est comme ça que tu crées ta communauté. Au défi, quand tu regardes les plus grosses DNVB, tu n'en as aucune qui n'a pas construit de communauté importante. En fait, tu as quasi une relation de corrélation où tu vas regarder, je te prends les 20 plus grosses marques françaises d'NVB. Je sais que sur Instagram, je vais y aller, ça va être un truc de bourrin, ça va être un truc trop fort. Faut regarder les trucs à l'envers. Et finalement, presque l'organique devient le CRM. Tu vois, c'est une façon finalement d'entretenir la relation au fur et à mesure, quoi. Absolument, c'est ça. Ça t'accompagne ton client sur toute la durée de sa vie. Et quelle est la place de la marque? Quelle est l'importance de la marque dans les performances? Est-ce qu'elle est corrélée tout de suite aux résultats? Est-ce qu'une bonne marque va avoir des meilleures performances? Ou est-ce que finalement, c'est l'ADS, c'est le produit qui l'emporte? Non, c'est très très important parce que ce qu'on dit souvent, c'est que tes campagnes d'acquisition sont capées par ta marque. Ça veut dire que tu vois, si tu as
tes campagnes d'acquisition, c'est comme une grande bouteille d'eau que tu essaies de remplir. Un très bon marketeur va faire en sorte que tu arrives à remplir la bouteille jusqu'en haut et sans que ça dépasse. Tu tires le maximum, tu arrives à remplir au max ta bouteille d'eau. Et développer ta marque, c'est juste prendre une plus grosse bouteille d'eau. Tu vas pouvoir aller toucher plus de personnes. Et du coup, on dit souvent qu'en fait, c'est pour ça qu'en termes donc, il va y avoir deux impacts. Déjà, la première chose, c'est qu'avec une marque, tu vas obtenir des meilleurs résultats en termes de coût d'acquisition pur. C'est sûr, les gens te connaissent, sont beaucoup plus. Il vont convertir pour moins cher, première chose. Et ensuite, tu vas pouvoir avoir plus de volume là-dessus. Parce que le vrai défi de l'acquisition Facebook, c'est pas juste d'avoir on en parlera plus tard sur les métriques, mais d'avoir un ROS, donc retour sur investissement publicitaire qui est bon. C'est d'arriver à faire ça à la plus grande échelle possible. Et à un moment, c'est pour ça que la dynamique est très saine aussi. C'est ça dont ont aussi souffert les dropshippers. C'est si t'as pas créé de marque, bah t'es capé. Tu peux pas monter plus haut en fait. À un moment, t'es obligé de faire des investissements dans ta brand et de développer des trucs un peu plus gros que du direct response pour obtenir de la rentabilité immédiate. On a fait une interview dans ce bouquin avec Anthony Bourbon, le fondateur de Feed, qui disait que ils avaient commis une énorme erreur quand ils avaient eu beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements avec une belle levée de fonds. Ils ont commencé à surinvestir sur Facebook, sur Instagram, jusqu'à dépenser 1 million d'euros par mois. Et en fait, il l'a dépensé justement très orienté produit. Et du coup, il vendait sa barre nutritive qui vient remplacer les repas. Et en fait, quand il a coupé les investissements, il s'est rendu compte qu'il y avait quasiment aucune rentabilité parce que les gens n'en revenaient pas. Et d'ailleurs, il le dit, à un moment, ils ont atteint des coûts d'acquisition qui correspondaient à 2 ans de vie du consommateur. Juste, ça n'avait plus aucun sens. Et du coup, il a fait un pas en arrière et il s'est dit, je vais investir quasiment 100% dans la marque. Et donc, je vais faire des contenus de marque. Et je vais faire en sorte que finalement, mon produit soit une conséquence de l'engagement que ma cible a envie d'avoir avec moi. Alors, c'est un peu plus long à construire, parce qu'il y a moins ce côté coup de cœur du produit, je l'achète tout de suite, un peu achat impulsif, mais un peu plus finalement de réfléchir. Est-ce que toi, c'est une stratégie que tu conseillerais ? Est-ce que pour toi, tu es obligé de le faire quand tu as une marque qui est super forte ? Si je venais te voir et que je te posais ce genre de questions, qu'est-ce que tu me dirais et sur quoi, surtout, tu te baserais pour me répondre ? Ok. Alors, plusieurs éléments. C'est que, en effet, je suis absolument d'accord. Et en fait, tout ça vient avec cette idée globale de lifetime value et que c'est plus facile souvent d'augmenter ta lifetime value de 5 € que de diminuer ton coût d'acquisition de 5 € quand tu dépenses des gros montants. Et puis surtout, tu as un beaucoup plus de premium à faire augmenter ta lifetime value de 5 € parce que tu l'as fait augmenter le cross-canal. En fait, ça veut dire que en fait, tes utilisateurs te kiffent beaucoup plus. Et c'est ton meilleur atout. Après, tu veux lancer une autre régie, etc. Parce que tu peux aller te reposer sur la technicité pour faire baisser le coût d'acquisition. Mais ça va souvent être plus bénéfique de se penser sur la lifetime value. Et donc, il y a plein d'éléments qui contribuent à la lifetime value. La brand en est un excellent produit et bien sûr aussi la composante principale d'une bonne marque. Et donc, on voit qu'en fait, la marque, en fait, elle permet de péter des plafonds. Tu vois, je te disais tout à l'heure, ça permet d'augmenter la taille de la bouteille. Tu vois la grosse différence là-dessus, c'est encore une fois comme les intérêts composés en finance. C'est-à-dire que c'est petit jusqu'au moment où c'est très gros. Et en fait, un mec a pris un avantage de marque, c'est pour ça qu'il ne peut pas se faire dynamiter. Moi, j'arrive, je fais des barres nutritives, je vais me faire fumer par Anthony Bourbon qui a investi je sais pas combien d'années dans sa marque et qui a créé des putains de valeurs hyper fortes et je peux pas me faire dynamiter. Donc là-dessus, pour ce qui est les conséquences qu'il y a sur le paid, disons, c'est qu'on voit que les meilleures marques publicitaires, encore une fois, je te reprends les 20 plus grosses marques, 20 grosses DNVB, tu vas voir leur bibliothèque publicitaire, très bien sur Facebook, tout est public, tu peux voir toutes les pubs de tout le monde. Tu as des pubs orientées produits, il y en a toujours, dans la bibliothèque publicitaire de Feed, il y en a aussi beaucoup, je l'ai analysé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, c'est pour ça que je dis ça. Et tu as plein de trucs sur l'inspiration de la brand. Ça aussi, ça te donne 2 angles d'attaque. Tu as des gens qui vont kiffer ton produit, et tu as des gens qui vont kiffer tes valeurs, qui s'en foutent de ton produit, mais parce qu'ils ont kiffé tes valeurs, ils font attends, qu'est-ce qu'ils vont, ce mec, il est stylé. Et en fait, la combinaison des deux, encore une fois, fait une multiplication, qui permet donc en même temps remplir ta bouteille et agrandir la taille de la bouteille. Donc, d'un point de vue créa aussi, ça se fait de façon très différente, et tu vois qu'en fait, faut voilà, c'est un peu ces investissements long terme qui sont souvent assez durs à justifier parce que les gens sont là, ok, attends, mais je comprends pas, tu me fais dégrader mon coût d'acquisition, à quoi ça sert ? C'est là où des mecs comme Anthony Bourbon arrivent à faire comprendre à tout le monde que c'est un investissement hyper rentable sur le long terme. En fait, t'as pas le choix finalement de faire ça. Donc, ouais, sur les stratégies, pas mal d'impact. Et c'est vrai que, tu vois, on parle souvent de prospect chaud, prospect froid, prospect tiède. Un prospect froid, est-ce que tu vas aller le chercher avec une campagne, le mec il connaît pas ? Est-ce que tu vas le chercher avec une campagne de marque ?
Est-ce que tu vas plutôt le chercher avec une campagne produit ? Comment toi tu cadencerais ça ? En fait, on essaie quand on pense une stratégie créative, on essaie de se dire, ok, quel est le niveau de awareness que la personne a déjà de mon produit, de ma marque et de son problème. Et après, tu peux rapidement faire les gens avec une petite frise. On a comme des pots et tu dis, ok, je pense que la majorité des gens se situent ils savent pas qu'ils ont de problème. Et donc, ça, c'est des trucs pour les produits un peu nouveaux où les gens ne réalisent pas. Je dis par exemple les compléments alimentaires. C'est un peu moins le cas maintenant, les gens commencent à réaliser que les compléments alimentaires sont pas utiles à plein de gens, mais tu vois, tu peux faire. Là, tu vas du coup pouvoir beaucoup sensibiliser sur le fait que la personne a le problème. Et donc, en fait, il faut dans ta stratégie créative essayer un peu de corroborer en termes de nombre d'assets que tu vas avoir. Donc, j'estime que la majorité des gens ne savent pas qu'ils ont un problème. Toi, ton but, ça va être quoi ? Ça va être de leur apporter de la valeur et de leur expliquer que t'as ça, etc. Réalise que t'as un problème, je sais pas quoi. Et ensuite, parce qu'en fait, on s'en fout de ta marque sinon. En vérité, tu vas les attirer par le problème, tu vas les fidéliser avec la marque, et tu peux aussi, à partir d'un certain moment, ce qu'on disait avant, aller faire de l'acquisition avec ta marque. Comme ça, c'est quand même un level un peu supérieur, où les gens, attends, mais tu connais, tout le monde parle de cette marque et tout, etc. Je vais aller voir ce qu'ils font. Mais avant d'avoir ce niveau d'impact, faut quand même avoir investi pas mal. Et donc, non, c'est vraiment un truc qui est clé, c'est de savoir exactement avec tes créas, à qui tu vas t'adresser. Donc en catégorie, il y a les gens qui savent pas qu'ils ont un problème, les gens qui savent qu'ils ont un problème et qui savent pas qu'il y a une solution, les gens qui savent qu'il y a des solutions, et ensuite les gens qui savent que ta solution existe, et qui sont du coup. Et donc après, voilà, essaie d'aller dire, ok, sur 100 clients, 100 personnes que je prends au hasard, dans ma cible, où est-ce qu'ils se situent dans ces trucs-là. Et après, moi, je vais faire des créas un peu plus ciblés sur chacune de ces choses-là. Et du coup, si j'essaye de résumer ce que tu me dis, quelqu'un qui me connaît pas, je vais aller le titiller en ayant une créa un peu problématique, qui va lui faire comprendre que y a peut-être un problème, qu'il y a quelque chose et qui doit s'y intéresser. Je lui apporte ensuite, en temps deux, une réponse avec ma marque. Et puis après, je vais tenter de lui vendre un produit et je vais lui proposer quelque chose de plus spécifique pour finalement le faire convertir. On est à peu près d'accord sur ce cheminement ? Absolument. C'est exactement ça. D'autant plus que sur Facebook, la marque a certes un intérêt cool, t'as tout ce qu'on vient de dire sur la lifetime value, etc. Sur le fait que tu construis un canal d'acquisition en fait, tout seul qui est ta marque. Mais c'est aussi un moyen de se faire remarquer. Et le vrai défi sur Facebook aussi, c'est t'as des gens qui ont des excellents produits, qui savent pas les mettre en valeur. Et ta marque est souvent un des meilleurs outils pour te faire remarquer et provoquer le scroll stopper, c'est-à-dire le mec va s'arrêter. Ok, pourquoi ce mec-là, c'est bizarre, attends, je sais pas si j'ai déjà vu quelque part, ou pourquoi il a un truc hyper spécifique qui fait que j'ai envie d'écouter ce qu'il raconte dans un premier temps. Ça me vrai défi d'une bonne créa. 80% de la performance se fait sur ce que le mec va s'arrêter sur ce que tu as à lui dire. La majorité des gens ne vont pas regarder ce que tu as à leur dire. Et aussi ta marque est aussi un outil pour ça. On sait que sur les réseaux, sur le web de façon générale, il y a des milliers de data possibles. Si on devait focaliser notre énergie et se dire, il y en a 3, 4 à regarder, à monitorer quotidiennement. Pour toi, c'est lesquels ? Ok, alors je vais nécessairement avoir un nombre très performance là-dessus, du coup sur les campagnes, parce que nous c'est ce qu'on cherche en priorité. Donc il y a 2 indicateurs phares qui sont très importants. Donc, on a parlé déjà du coût d'acquisition, qui est bien sûr la métrique de succès ou pas, qui est très corrélée du coup aussi derrière au ROS, même si moi je préfère regarder le coût d'acquisition que le ROS. Parce qu'en fait le ROS, du coup Return on Ad Spend, indique une notion de valeur du coût d'achat dans la formule. Et ce qui n'est pas nécessairement en fait lié, quand tu analyses tes publicités toi, à ce que tu as fait comme travail. Le panier moyen n'est pas forcément dépendant de tout ça. C'est très important d'avoir une idée de ça. Pour ça, mais par exemple, tu peux avoir deux publicités qui ont un qui a un coût d'acquisition de 15 €, l'autre qui a un coût d'acquisition de 20 €. Et celle de 20 € a un ROS bien supérieur, parce qu'en fait les gens, 2-3 personnes ont fait des gros achats. Alors que celle de 15 € a un ROS plus faible, mais pourtant celle de 15 € est meilleure, parce qu'en fait tu as dépensé moins d'argent pour avoir un nombre absolu de conversion. Donc il y a ces choses-là, et ensuite il y a des métriques plus intéressantes. Moi je vous conseille de regarder 2 métriques qui sont d'ailleurs pas en natif dans Facebook, qu'il va falloir calculer vous-même pour analyser du coup la performance de vos créas, de vos campagnes. Je vais vous parler de 2 choses. La première, c'est le revenu par clic. Le revenu par clic, c'est quoi ? C'est l'argent moyen qui est généré par un clic sur une web de publicité, etc. Et moi je l'aime beaucoup cette métrique-là parce que elle permet d'aller plus loin que tout ce dont on parle, comme les coûts par clic, les taux de clic, etc. Il y a une vraie problématique quand tu fais de l'acquisition de paid, c'est la qualification de tes clics, et savoir est-ce que les gens que je ramène sur mon site, ils vont passer à l'action, et c'est des gens intéressants, parce que sinon Facebook sait vous donner des clics pas chers. Donc là, le revenu par clic est une métrique qui permet de ne pas se faire berner par ces choses-là, un coût par clic qui serait très bas, qui en fait n'importe pas de choses. C'est une data qu'on retrouve aussi sur Google Analytics.
Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas natif dans Business Manager, mais il faut la calculer si jamais vous voulez piloter. Et oui, très important. Et la seconde chose qui est très importante pour la pub Facebook en particulier, et même pour si vous avez fait n'importe quel autre type d'acquisition, il y a de la vidéo à impliquer, c'est c'est le taux d'arrêt du scroll qui permet de mesurer à quel point ta créa que tu as généré arrête le scroll. Donc pour les vidéos, c'est une formule qui se fait assez facilement dans Facebook, qui consiste à diviser le nombre de lectures de vidéos pour les 3 premières secondes, une métrique est disponible dans Facebook, par le nombre d'impressions. Donc tu peux savoir, ok, j'ai montré ma créa à 1000 personnes, combien de personnes se sont arrêtées pour voir mes 3 premières secondes. Et souvent, en fait, je vous parle de cette métrique, pourquoi elle peut sembler très spécifique, parce que 80% de la performance de votre créa est corrélée à cette métrique-là. Souvent, l'améliorer de quelques pourcents fait descendre le coût d'acquisition. Donc voilà, ces 2 métriques-là sont selon moi des choses qui donnent, avec bien sûr combiné au coût d'acquisition et au ROS, des choses qui donnent des bonnes infos sur la performance d'une stratégie d'acquisition. Parce qu'on considère au bout de 3 secondes que la personne s'est vraiment arrêtée, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Ce qu'on mesure, c'est pas la performance, c'est simplement est-ce que ma créa a attiré l'attention. Et souvent, le vrai défi est là-dessus, hein, parce que tu parlais de la saturation, etc. Si tu n'arrives pas à le faire, c'est peu fréquent d'avoir une créa qui a un excellent coût d'acquisition et un mauvais taux d'arrêt du scroll. Et justement, quand on parle de vidéo, on sait à quel point la proportion des gens qui restent jusqu'à la fin de la vidéo diminue fortement très 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 vite. Quels seraient les quelques bons conseils ? Est-ce que on doit mettre le logo très tôt ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour se dire, ok, même s'ils vont pas au bout, même s'ils cliquent pas, ils ont 1 ou 2 messages importants ? Ouais. Alors là-dessus, il y a je vais séparer du coup les conseils en 2 catégories. Le premier étant sur la stratégie et la mentalité globale qu'il faut avoir pour ces publicités, et ensuite les trucs plus techniques dans soit comment tu fais dans une vidéo pour attirer l'attention et faire en sorte que les gens y restent jusqu'au bout. La première, c'est que moi, la discipline que je trouve la plus utile pour construire des bonnes publicités est le copywriting, même si du coup, une publicité, vous n'êtes pas nécessairement en train d'écrire des choses, mais tout ce qui relève des frameworks, donc le AIDA, le PASS, donc le Problem, Agitate, Solution, AIDA, attention, intérêt, désir, action, sont des grandes mentalités qu'il faut avoir quand on essaie de construire une pub. Et qui vont permettre en fait de construire quelque chose, un message publicitaire impactant et qui surtout qui va être vu, qui va être consommé, parce que on répète le premier critère. Donc, la première chose, c'est construire votre publicité de façon intéressante, faites un bon storytelling qui est cool, donnez envie aux gens de regarder ce que vous faites. Ensuite, maintenant, pour ce qui est plus situationnel, Facebook et les techniques qui marchent bien en ce moment, c'est première chose, en effet, mettre sa marque dans les premières secondes, ça marche beaucoup. Parce que, pour raison très simple, la majorité des gens vont regarder que les premières secondes. S'ils ont vu ta marque, au moins tu leur as pris un petit truc, sinon ils ont juste vu une pauvre animation que tu as fait, ils savent pas qui c'est. Donc ils ont vu ton logo, c'est toujours ça de prix. Et peut-être qu'ils regarderont la prochaine fois qu'ils verront ta pub. Ensuite, c'est d'avoir donc les premières secondes très dynamiques. Donc là-dessus, utiliser les cuts, souvent, fonctionne très bien. C'est comment est-ce que je suis dans un pattern comme ça de je scroll, et je vois qu'il y a un truc qui bouge, ok, au moins je scroll pas direct, la demi-seconde de décision où je scroll pas, c'est comme ça que ça se fait. Et c'est ensuite, dans les premières secondes, ce qu'on dit souvent, c'est qu'un bon scroll stopper, c'est quelque chose qui vend sa promesse dès les premières secondes. Tu sais qui c'est, et tu sais ce qu'il vend dès les premières secondes, très très vite, ou du moins, et tu as envie de savoir. Et ensuite, j'aimerais bien rappeler quelque chose aussi sur la créa en acquisition de manière générale, c'est que c'est pas grave si les gens ne regardent pas en entier vos publicités non plus, parce qu'en fait, une créa toute seule n'a jamais vendu un produit. Une créa a attiré l'attention pour un produit, et derrière, en fait, c'est le combo créa plus landing page, tout ce qui va de la landing page, proposition de valeur, marque, etc., qui vend un produit. Donc, votre objectif, c'est attirer la curiosité et vendre le clic, ce clic-là. Et après, derrière, vous pouvez mesurer, vous, si ce clic-là est arrivé à des conversions. Donc, vraiment, vous dire, OK, mon objectif, c'est quoi ? Comment est-ce que je peux faire en sorte qu'un mec qui est dans ma cible, il n'a pas d'autre choix déjà que de s'arrêter sur mes 3 premières secondes, et ensuite avoir envie de faire son produit. Ouais, donc, et puis, il faut pas avoir peur aussi. C'est vrai que moi, je le vois avec certains clients, qu'ils se disent, les gens sont pas restés jusqu'au bout, c'est qu'elle est nulle. C'est juste normal aussi de ne pas se dire 100% des gens vont rester jusqu'au bout, parce que finalement, tout le monde n'a pas d'intérêt. Sur Facebook, ça, même si on met des critères un peu de sélection, ça tape quand même assez large. Et donc 100% des gens ne vont pas avoir un intérêt, comme 100% des gens qui passent dans un rayon de supermarché vont pas regarder 100% des produits. Donc c'est un petit peu finalement la même chose. Faut pas avoir peur finalement d'avoir des... Est-ce qu'on a des métriques un peu générales justement sur le nombre de personnes qui vont en moyenne au bout d'une vidéo ? Ça dépend de plusieurs facteurs. Déjà, la longueur de la vidéo est bien sûr le truc le plus important. Une vidéo plus longue sera moins vue. Sur le taux d'arrêt du scroll, je peux vous donner le nombre de personnes, une bonne métrique en général.
coup, est-ce que le taux d'arrêt du scroll donne 2 infos, est-ce que tu appuies bien, est-ce que tu vas mettre aux bonnes personnes. Un taux d'arrêt du scroll entre 20 et 30% est très bien. Okay. Une personne sur 3 qui regarde les 3 premières secondes, c'est excellent, c'est vraiment très bien. Et ensuite, sur les métriques des gens qui vont jusqu'au bout des vidéos, c'est encore une fois très différent. 7-15 secondes, etc. Moi, pour rassurer les gens, j'avais un client qui avait 1% de gens qui allaient à 95% de la vidéo et c'était super rentable. Ouais. Ah oui, de cet ordre-là, oui, c'est vrai que l'idée générale, tu peux avoir très très peu de personnes qui la voient dessus. Ouais. Mais en plus, et pour le coup, alors c'est vrai que, encore une fois, je pense qu'il n'y a rien de dogmatique dans le marketing et souvent on te dit ne fais pas de vidéos trop longues parce que les gens vont pas rester, sauf de temps en temps, et là c'était le cas, la vidéo était un peu plus longue, mais du coup on savait que les gens qui restaient, ils étaient super intéressés. Tu vois, qu'il y avait une vraie résolution de problèmes, etc., qui prenaient du temps, et finalement, les 1% qui restaient, ils étaient super engagés, et là, il y avait un énorme taux de conversion, tu vois. Et finalement, ils étaient... Parce qu'il y a ça aussi, il y a ce côté où de temps en temps, tu regardes des vidéos juste parce que le truc est fun, ça va vite, il se passe des choses et tout ça, puis en soi, t'en as aucun intérêt, c'était juste divertissant, comme quelqu'un qui t'aurait fait une bonne blague ou quoi que ce soit, quoi. Alors que de temps en temps, quand on a un message de fond, il faut pas hésiter aussi à le passer et à se dire, voilà, je vais perdre des gens, mais par contre, celui qui va au bout, il y a de grandes chances que derrière, il kiffe mon produit, il kiffe mon offre, parce que c'est super engageant, quoi. Ouais, et tu vois, de toute façon, sur les bibliothèques, on parlait de feed tout à l'heure, la bibliothèque feed est truffée de vidéos qui sont plus longues, hein, donc il faut... c'est ça, c'est comme un texte qui est long en copywriting, mais souvent sur Facebook, ils disent écrivez des textes longs, les gens ils vont pas les lire. Non, il n'y a que les gens très intéressés. Les gens qui sont intéressés auront envie de lire les lignes d'après, donc tu perds pas grand chose à avoir des textes longs. De toute façon, les qui sont intéressés ou pas intéressés, ils vont lire que les premières lignes, enfin, pour les gens qui ont décidé de lire, bien sûr. Et ceux qui sont intéressés, peut-être qu'ils auront envie de lire plus. Et c'est la même chose sur sa vidéo, si tu as bien construit ta vidéo, c'est top que les gens aillent jusqu'au bout. Alors, tu donnes quoi comme conseil? Parce que c'est vrai que quand on se dit il faut que je fasse des pubs, il faut que je fasse des créas, tout de suite on se dit waouh, ça va être super compliqué, j'ai pas les compétences, je sais pas me servir de tous les logiciels, etc. Comment on peut aussi lever un peu ces freins psychologiques et se dire c'est pas si dur. D'ailleurs on voit de plus en plus de pubs qui sont alors on sait jamais trop si c'est vraiment fait par un client, si c'est un peu organisé par la marque, mais où finalement le grain est un peu presque naturel, j'ai envie de dire, quoi. Mais pas si léché que ça. Voilà, c'est quoi ce qu'on appelle un contenu de bonne qualité? Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, ce qui est cool sur Facebook, c'est que la barrière à l'entrée créative a été réduite, mais x10 sur ces dernières années. C'est très... Pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà Facebook privilégie ce genre de contenu. On disait un peu fait avec la main. Nous, en interne, on dit fait avec le cul. Parce que c'est des contenus souvent qui sont pas très beaux, mais qui fonctionnent. Pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent? Parce qu'on a l'impression que c'est nos amis, ceux qui ont posté ce truc-là. Du coup, on en regarde comme ça, et en fait, non, c'est une marque, c'est super. Et donc, deux choses. En fait, maintenant, tu peux faire des créas Facebook si jamais tu veux commencer à faire Facebook pour 0 €. Parce que première chose, donc, pour la réalisation des publicités, tu as plein de choses qui s'adressent aux personnes qui ne sont pas du tout techniques, donc de logiciels comme PlayPlay, Capwing, Canva permet de faire des statiques, donc ça c'est les 2 premiers, c'est pour la vidéo. Il y a promo aussi.com qui sont des choses qui permettent de rendre l'exécution très simple avec des templates qui sont super. Et ensuite, donc, tu as toute cette partie inspiration qui a été rendue aussi très facile par Facebook, on voit qu'ils l'ont bien en tête, où tu peux t'inspirer de absolument toutes les marques qui existent, tout est public. Donc, tu peux découvrir ce qui fonctionne. Et souvent, si tu vas regarder les plus grosses marques, celles qui sont meilleures en acquisition, ils ont des armées créatives qui travaillent en fait, pour toi, pour faire des publicités pour la marque. Tu vas regarder ce qu'ils font, tu essaies de revoir celles que tu peux reproduire dans ton logiciel, et hop, ça t'a coûté 0 € parce que tu as pris les essais gratuits de chacun des logiciels. Donc voilà, si j'avais pas de budget pour lancer des pubs, je ferais ça. Donc ça, c'est le truc à montrer. Et ensuite, tu veux faire des vidéos plus travaillées, donc ce dont tu parlais, en fait, donc les contenus un peu faits un peu plus à la main, donc c'est plus souvent de type UGC, donc User Generated Content, qui ont la cote en ce moment. Pour les raisons qu'on vient d'évoquer juste avant. Là-dessus, ça demande un peu plus de travail, mais ça se fait aussi très bien. Si jamais tu veux le faire pour 0 €, tu peux interroger tes clients, leur demander de se filmer et se dire que c'est pas grave si c'est pas une pub hollywoodienne. Justement, Facebook va te récompenser pour ce genre de choses-là parce que tu vas en fait dans le sens de ton expérience utilisateur, qui est d'ailleurs le meilleur prisme à avoir. Tu fais de l'acquisition. Est-ce que si tu veux savoir si tu as raison ou si tu as tort quand tu fais quelque chose sur Facebook, tu te dis ok, est-ce que j'ai aidé Facebook à gagner plus d'argent? Et souvent, tu es dans le vrai quand tu les aides. Alors, Théo, j'ai envie de finir sur
notre échange sur un petit cas d'école, une petite étude de cas, et me mettre dans la position d'un fondateur d'une jeune marque de mode, de bijoux, qui serait, j'ai envie de dire, classique, qui n'a pas d'énormes budgets, qui fait des jolis produits mais qui ne sont pas si différenciants, et qui viendrait te voir et qui te dirait voilà, j'ai ma marque, j'ai envie d'exister, j'ai envie de convaincre des gens qu'elle apporte de la valeur. Qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil? Qu'est-ce que tu me dirais de faire? Où est-ce que tu me dirais d'aller avec un produit qui soit... Alors j'espère qu'après être arrivé au 4e chapitre du livre, et c'est un peu moins banal, mais tu vois, dans l'idée qu'il soit malgré tout assez classique. Ouais, alors la première étape du coup serait nécessairement de faire en sorte que ce produit soit le moins classique possible, sans modifier le produit en soi, mais il y a plein de façons de le rendre. Donc tu dois associer une histoire, etc. Et en marque de bijoux, tu as plein de références de marques qui le font très bien. La première qui me vient en tête, c'est Gemio, qui a une bibliothèque publicitaire que j'ai regardée aussi il n'y a pas longtemps, et qui le fait de façon assez sympa. Et c'est d'aller y coller, tu peux pas, disons que dans ton exemple, le produit est fixe, je peux pas changer le produit, j'ai mes bijoux, on est d'accord? Bien sûr. Ok. Bah, du coup, là-dessus, moi j'essaierais essayer d'aller me pencher plutôt déjà sur tout ce qui relève de la mise en valeur de ta proposition de valeur, en fait. Donc, comment est-ce que tu vas la définir, qui va être mon meilleur atout. Avant même de poser, moi je suis une agence Facebook, je commence même pas à parler de créa, ni parler de technique Facebook Ads. C'est quoi qui fait que ton produit? Les gens ont envie d'acheter ton produit, question toute conne à laquelle on peut répondre pendant des pages avec des méthodes qui sont plus ou moins bien. Celle que tu proposes est excellente, quand même de le faire. Et donc ensuite, une fois que tu as défini ces trucs-là, normalement tu dois avoir des réponses assez classiques après. Problème que tu résous, la solution que tu vas apporter, quelles sont les objections classiques que tu reçois à ta proposition de valeur, et qu'est-ce qui font qu'un mec qui aurait ces 3 facteurs en commun avec toi ne peut pas faire la même chose que toi, donc après ce qu'on peut appeler tes valeurs de marque ou un peu ta mission. Là, ça devient tout de suite beaucoup plus facile de faire des créas. Première étape, clarifier ta proposition de valeur. Ensuite, aller se pencher sur ma stratégie créative. Donc là, on reprend un peu les 2 étapes que je te donnais avant. Donc, on s'inspire souvent de 3 types d'acteurs. Donc la première chose, c'est tes concurrents directs, regarder ce qu'ils font. Pas juste parce qu'ils font des trucs bien, mais aussi parce qu'il faut comprendre contre quoi tu vas être affiché toi derrière dans Facebook. Comment est-ce que tu peux tirer ton épingle du jeu? Première chose. Seconde chose, c'est les références du secteur, ça dont on a parlé avant. C'est les grosses marques, c'est qui ont des armées de créatifs qui bossent. Et la troisième chose, c'est le contenu organique qui est posté sur les réseaux sociaux et qui génère de l'engagement. Parce que pour aller dans le sens de Facebook, il faut savoir ce qui intéresse les gens. Et si tu remplis ces conditions-là, souvent Facebook va être sympa avec toi en termes de coût par impression et donc le coût d'acquisition in fine. Donc tu prends tout ça, ensuite tu commences à réaliser tes publicités, tu peux faire, en vérité tu pourrais tout faire à la main, tu vois, notamment sur une marque de bijoux, tu regardes en vérité les créas qui sont par exemple dans la bibliothèque publicitaire de Gemio ou d'autres marques, elles peuvent être faites à la main, tu peux sortir ton téléphone, filmer la bague sur ta main, etc. ou la donner à tes amis, filmer des trucs et rajouter 2-3 petits messages avec les petits logiciels dont on a parlé. Et souvent, c'est largement assez pour se lancer. Et ensuite seulement, je me pose une 3e étape, je me pose sur mes stratégies d'acquisition Facebook, où j'essaie d'avoir une stratégie qui est simple, consolidée, c'est-à-dire que j'imagine que le budget associé au démarrage va être assez faible. Quand on a un budget qui est assez faible, il faut limiter le nombre de variables sur lesquelles on va l'allouer. Et donc là-dessus, on va faire des stratégies très simples, une stratégie où on va cibler peu d'audience, on va par contre aller à une grosse variété de créas, parce que ça pour le coup c'est plus facile à réaliser. On n'est pas associé directement à du budget et faire une stratégie très simple. Donc j'aurais fait. On peut rentrer dans les détails après, mais j'aurais fait un truc très simple d'acquisition et targeting. Mais voilà, vraiment le mot d'ordre c'est simplification. D'ailleurs, tu le dis souvent, donc, et ça permettra d'entrer dans le détail pour ceux qui ne savent pas, il y a 3 types de campagnes, hein. L'acquisition, le retargeting, la rétention. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Absolument. En fait, la stratégie d'acquisition Facebook, mine de rien, en fait, devrait plus s'appeler stratégie d'acquisition Facebook, parce que l'acquisition Facebook, mine de rien, en fait, vise à accompagner ton client, ton prospect, plutôt ton client, sur toute sa vie, en fait, toute son expérience. Et toi, tu dois être, en fait, à chacun de ces points-là, à proposer quelque chose de différent. Donc, les campagnes d'acquisition ont un but très simple. Tu t'adresses à des personnes qui ne te connaissent pas. Comment est-ce que tu vas les convaincre d'aller visiter ton site qui générait leur premier achat. Ensuite, le retargeting va avoir pour but de cibler toutes les personnes qui ont manifesté un intérêt pour ta marque, quel qu'il soit, différents niveaux d'intérêt. Et une personne qui a vu une de tes vidéos sans cliquer sur ton site internet était un signal d'intérêt. Et ensuite, progressivement, ça monte jusqu'à une personne qui est engagée avec ta marque, une personne qui a visité ton site et qui n'a pas acheté, une personne qui a ajouté au panier mais qui n'a pas acheté. Et donc, ton retargeting doit nécessairement en fait, s'adresser à ces différents types de personnes-là.
avec une stratégie très spécifique. On va plutôt être en train d'essayer de lever les objections, essayer de comprendre pourquoi est-ce que les gens m'ont donné une marque d'intérêt, mais ils n'ont pas encore converti sur ma marque. C'est la seconde type de campagne. Et le troisième type de campagne, c'est les campagnes de rétention. Ça, c'est un truc que les gens oublient très souvent. C'est que c'est beaucoup plus facile d'aller... le coût que ça va coûter, du coup, c'est plus un coût d'acquisition pour générer un achat sur ton site vers quelqu'un qui a déjà converti chez toi, et c'est vraiment beaucoup plus faible. Et les gens oublient d'aller tirer parti de ces personnes-là qui peuvent convertir pour pas cher. C'est juste qu'en fait, elles n'ont pas vu. Tu leur as pas montré de contenu au moment où ils avaient envie d'acheter. Et en fait, Facebook te permet de le faire. Donc tout ça, en fait, tu vas t'adresser à tous les gens qui ont acheté chez toi. Et tu peux avoir des stratégies très différenciées, donc autant en termes de chronologie. À partir de quand est-ce que le mec a acheté chez moi et quand est-ce que je pense que je dois le recibler avec du contenu. Et ensuite, à ces différentes périodes que tu as déterminées, quel type de contenu je dois lui poser. Donc il a acheté tel type de produit, je pense que du coup il va t'intéresser par telle collection. Je veux sortir une nouvelle collection, ça peut plaire aux gens qui ont acheté pendant les soldes de la dernière fois. Et en fait, c'est là où tu peux avoir des trucs super intéressants, desquels je pourrais parler des heures, bien évidemment, mais qui sont assez cool. Voilà un peu les grandes lignes sur les trois grandes campagnes. Merci beaucoup Théo, c'était hyper passionnant, j'espère que ça va donner des idées. Et encore une fois, je le répète, là on a parlé global d'un point de vue macro. Si vous voulez rentrer dans le détail, savoir paramétrer quelques campagnes, tu fais des super vidéos sur YouTube là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle vous sera grandement utile. Et puis à rentrer en contact évidemment avec lui si vous avez besoin de quoi que ce soit. C'est Kudak, c'est Théo. Merci beaucoup. Merci.